Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Les entreprises de nos territoires sont à l'honneur dans cette émission, vous le savez. Tout de suite, un premier reportage. Premier grand format focus sur les câbleries LAP en France, à Forbach précisément. Le premier site de production mondial du groupe allemand LAP poursuit sa stratégie 2027 avec pour objectif ambitieux de multiplier par 2 voire 3 sa production de câbles. Les investissements déjà réalisés dans l'usine permettent à LAP de produire mais aussi de relocaliser certaines productions fabriquées jusqu'à présent en Asie. Le reportage de Moselle TV. C'est une prouesse dans le domaine de la plasturgie. Il faut savoir qu'avant, on mettait plusieurs heures avant de pouvoir changer de couleur. Et cette ligne-là, c'est une révolution. Donc en fait, on est capable en instantané de passer d'une couleur noire à une couleur jaune, orange, rouge. Arrivé en 2019, Théo possède déjà de grandes responsabilités. Il gère un portefeuille de 4 millions d'euros. Mise en place et intégration de nouvelles lignes de production. Optimisation des processus de production et déplacement de lignes sur notre projet donc 2027. Un projet pharaonique représentant 50 millions d'euros d'investissement. On y reviendra. Pour le mener à bon port et maintenir les personnes dans l'emploi, l'entreprise continue de former et faire évoluer chacun de ses salariés. Ça fait partie de nos projets majeurs pour l'année à venir, donc de mettre en place ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, qui consiste à mettre des outils adéquats en fait à la formation avec validation des acquis. Ça peut être des quiz ou tout simplement ce qu'on appelle des e-learning, des outils vraiment mis en place pour pouvoir faire évoluer nos salariés dans l'entreprise. L'exemple parfait, c'est Joshua. Il a commencé ici en 2005. À l'aide de formations internes, on peut évoluer et on peut vraiment se projeter aux câbleries pour plusieurs emplois, entre conditionnement. J'ai eu l'opportunité d'évoluer vers la plasturgie qui n'était pas du tout mon métier de base. Et donc pendant une quinzaine d'années, j'ai évolué sur les lignes Z que vous voyez derrière moi. Et depuis quelques mois, j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers un poste de chef d'équipe, team leader. Lui et son équipe aident à la fabrication des 130 000 km de câbles chaque année. Plus de 1800 références différentes sont conçues. On est présent sur différents secteurs, que ce soit l'automobile avec des câbles de charge, l'industrie, le bâtiment et sur la partie énergie renouvelable avec des câbles solaires. Pour commercialiser tous ces produits, le groupe LAP met un fort accent sur les critères normatifs, mais aussi environnementaux. Typiquement, je tiens un câble qui est muni ici d'une cordelette en fibre papier. Il faut savoir que cette fibre papier elle a un impact environ de 30 tonnes de CO2 par an sur le câble. Et l'idée, enfin notre projet phare est de remplacer cette ficelle en papier par une fibre neutre en matière plastique recyclée. Le plastique recyclé qui est utilisé pour faire ces fibres neutres est directement issu de nos déchets câbles, c'est-à-dire qu'on vient broyer le câble et on récupère la matière plastique pour justement faire ce jonc de bourrage. Une évolution qui contribuera à atteindre la neutralité carbone d'ici 2027, un des objectifs du projet Chopin et de ses 50 millions d'euros d'investissement. « 95% des lignes de production vont être déplacées. 40 s'ajouteront aux 80 déjà existantes grâce à un nouveau bâtiment de 6000 m². On privilégie les entreprises locales, que ce soit pour les déplacements des machines, la distribution des énergies et des réseaux, mais également de la création des nouvelles lignes de production, comme la ligne de production d'extrusion plastique que nous avons développée ici avec une entreprise locale et qui est dédiée à un marché auquel nous n'avons pas accès aujourd'hui de manière compétitive. Grâce à cette ligne, nous pouvons introduire et pénétrer ce marché. Dans notre projet de croissance compétitive, notre objectif c'est de gagner également en flexibilité, c'est d'apporter un service client de meilleure qualité, donc des délais de livraison beaucoup plus courts, et ce qui va nous permettre de diversifier fortement notre portfolio. Les métiers d'aujourd'hui seront légèrement différents. On ramène beaucoup plus d'intelligence sur nos lignes de fabrication. Les métiers de la logistique vont également évoluer en termes de planification. On va intégrer également des AGV. À terme, les câbleries tripleront leur volume de production. Leur chiffre d'affaires sera, lui, multiplié par 2.
Vous vous posez un tout petit peu, vous verrez qu'on utilise des câbles partout. Et on refait toutes les infrastructures en Europe complète et dans le monde entier d'ailleurs. Il y a des projets aux États-Unis qui sont assez faramineux pour ça. Et partout, on utilise des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de câbles. Câblerie, par exemple, produit à peu près 130 à 140 km de câbles aujourd'hui. Et avec notre plan stratégique, demain, on en produira quasiment 300 000 km. Pour tenir la cadence et augmenter le volume de production, les câbleries cherchent encore et toujours de nouvelles têtes. Et puis spécial 15 ans de la micro-entreprise sur WEO, Jean-Michel Aubry accueille Jean-Philippe Belan, son invité. Il est le directeur de l'ADI Hauts-de-France. Extrait. Bienvenue Jean-Philippe Belan, vous êtes directeur de l'ADI Hauts-de-France. En 2 mots, l'ADI, tiens, vous notez l'adresse de ce site de l'ADI parce qu'il est très utile, il y a plein d'infos. L'ADI, votre vocation ? Donc l'ADI est une association qui finance et accompagne des personnes qui ont des projets d'entrepreneuriat et d'emploi et qui n'arrivent pas à trouver des financements auprès de banques traditionnelles. Vous venez vous parler du statut de micro-entrepreneur qui fête ses 15 ans. Le micro-entrepreneur, entrepreneuse, est-elle un entrepreneur comme les autres ? Oui, c'est un entrepreneur comme les autres. Le micro-entrepreneur, la micro-entreprise, c'est un régime fiscal en fait. C'est pas un statut juridique, alors c'est un peu technique, mais c'est une entreprise individuelle qui bénéficie d'un régime fiscal simplifié et donc qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs que toutes les entreprises classiques en France. Donc quand je crée ma micro-entreprise, je dois faire mon business plan, je dois aller voir mon banquier, enfin tout pareil. Oui, il y a donc des obligations de gestion, il faut s'assurer professionnellement. Pour les activités qui seraient réglementées, il y a des obligations de diplôme ou d'expérience professionnelle. Voilà, donc on est dans les mêmes obligations. Alors, ces images, c'est une belle histoire. C'est une entrepreneuse qui est à Roubaix, qui a créé son entreprise, un restaurant. Vous faites le pitch en quelques secondes ? Oui, c'est Rabia. Donc Rabia qui a travaillé dans la restauration collective pendant de nombreuses années, qui a eu un accident du travail et donc qui ne pouvait plus travailler et qui a la passion de la cuisine et qui a, pendant le Covid, rendu service et cuisiné, notamment pour les professions médicales. D'accord. Et en fait, on lui a dit mais c'est super ce que tu fais. Et donc là, lui est venue l'idée d'en faire son métier et donc une passion qu'elle a voulu formaliser en emploi. D'accord. Et donc elle a rencontré effectivement la Chambre des métiers. Elle avait effectivement une situation qui ne lui permettait pas d'être financée par une banque classique. Alors elle était interdit bancaire. Oui, donc interdit bancaire et je deviens patronne. Oui, tout à fait. Et voilà. Et donc en fait elle a contacté l'ADI via la Chambre des métiers et nous avons pu l'accompagner, la financer. Et elle est installée maintenant depuis le mois de mars et c'est une superbe histoire. Donc ça veut dire que n'importe qui, à partir du moment où il a l'idée, la volonté, la niaque, peut devenir patron de sa petite affaire. Oui, nous, c'est ce sur quoi on milite. En fait, chacun peut devenir entrepreneur si effectivement il est bien accompagné et s'il trouve les moyens financiers de le faire. Vous financez à quelle hauteur ? Alors l'ADI finance à hauteur de 12 000 €. Donc du microcrédit. Oui, c'est ça, c'est le microcrédit. Et puis à côté de ce microcrédit, nous proposons de l'accompagnement. Donc c'est des conseils pour aider ces entrepreneurs à structurer leur projet, à le mettre en œuvre et surtout à le développer, à le pérenniser, puisque l'enjeu c'est qu'ils puissent en vivre le plus longtemps possible. Alors expliquez-nous concrètement quel est le parcours de l'idée. J'ai l'idée de créer, on reprend cet exemple, mon resto, les Saveurs d'Orient à Roubaix, de l'idée jusqu'à la mise en œuvre de mon entreprise. Alors, la personne va contacter l'ADI d'abord parce qu'elle est en recherche de financement. Nous allons faire un premier diagnostic pour faire les points, un état des lieux de où est-ce qu'elle en est de son projet. Et si le projet est suffisamment structuré, on la reçoit et on va étudier sa demande de financement. Donc, il y a la dimension personnelle. Quel est le parcours de cette personne, les motivations, l'expérience par rapport au projet. Il y a bien sûr le projet en tant que tel. Donc, de quelle manière est-il structuré et est-ce qu'il va pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Dans cette étape-là, on peut lui apporter du conseil. Et ensuite, on va mettre sur la base de ces éléments-là, donc la personne, le projet, on va pouvoir mettre en place un financement, le prêt. Et nous allons suivre l'entrepreneur jusqu'à la fin du remboursement du crédit et également dans la mise en place et le développement de son entreprise. Mais dites-vous, il faut que le projet soit suffisamment structuré. Comment je structure mon projet ? Alors, la structuration du projet, tout dépend effectivement de la typologie du projet. Il y en a qui sont plus ou moins techniques. L'idée, c'est on vérifie que la personne sait ce qu'elle veut vendre ou quelle prestation de service elle veut proposer, quelle est la clientèle qu'elle va cibler, sa politique et sa stratégie commerciale, et puis qu'elle a une bonne compréhension des enjeux de gestion, de statut juridique. Voilà, donc des choses qui sont quand même
assez basique. Et c'est aussi l'intérêt de la micro-entreprise, c'est ça. C'est qu'en fait, ce régime a permis aussi de simplifier tout cet environnement de la création d'entreprise, de démocratiser fortement l'accès à l'entrepreneuriat. Encore 2 questions. Quel est le taux de pérennité des entreprises que vous accompagnez ? Alors effectivement, on mène tous les 3 ans une étude d'impact de pérennité. Donc la dernière, de 2024, 80% des personnes qu'on a accompagnées et financées sont encore en activité au bout de 3 ans. Bon, donc la nécessité, on ne le dira jamais assez, de se faire accompagner. Ne vous lancez pas tout seul. Et vous avez dans cette région des tas de structures, dont l'a dit, pour ce type d'entreprise, qui peuvent vous accompagner, comme vient de l'expliquer Jean-Philippe. Les préparatifs des fêtes de fin d'année commencent partout en France, comme ici à Limoges. Allons voir un peu plus près sur la place de la République où se tient le marché de Noël. Un reportage de 7 à Limoges. Avant d'en arriver là, le sapin de la place de la République a été patiemment cultivé avec pour objectif d'être décoré, illuminé et de faire briller les yeux des petits et des grands. C'est une logistique énorme pour faire des grands sapins. Il faut des tracteurs, il faut des débardeurs, il faut des gros entonnoirs pour emballer les sapins, il faut des grumiers avec les grues pour les soulever et il faut faire attention de ne pas les casser. Et quand on casse, il faut le remplacer. Donc c'est vraiment une logistique très 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 importante pour les grands sapins et très technique. Abattre et conditionner un sapin de 12 à 13 mètres demande une certaine habitude, d'autant que le sapin est tracé depuis la commande. Chaque mairie, dans un appel d'offres, a un cahier des charges et donc nous demande des différentes tailles de sapins. Et quand c'est des grands sapins de 10, 12, 14 mètres, je les sélectionne, je fais une présélection dans les plantations. Et ensuite, souvent, pas toujours, mais souvent, les responsables des mairies viennent le choisir eux-mêmes. En l'occurrence, pour Limoges, ils sont venus choisir leur sapin. Un sapin qui sera suivi depuis Neuvy-Cantier de bout en bout jusqu'à son arrivée sur le site du village de Noël en plein centre-ville. C'est l'installation du grand sapin qui commence dès aujourd'hui là, par les collègues des services techniques. Sur la place de la République, le sapin et également des chalets. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces chalets ? Alors on va retrouver des chalets gourmands où on va pouvoir consommer sur place différentes productions régionales. Ensuite on va retrouver de l'artisanat et aussi de la nourriture à emporter. Noël à Limoges est une opération fil rouge qui est reconduite d'une année sur l'autre avec une accélération à la rentrée de septembre. Sur le terrain, c'est quasiment 2 mois et demi, 3 mois quand on compte les décorations de Noël dans la ville. Rendez-vous le 29 novembre à 18h pour le lancement des illuminations. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Vous pouvez également l'écouter en podcast, en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes et bien sûr sur quelques radios un peu partout en France. On se retrouve la semaine prochaine.